Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la fiscalité écologique et plus particulièrement de la fiscalité sur les carburants avec Mathieu Thorey, avocat fondateur d'Enerlex Avocat. On parlera ensuite de concurrence déloyale. L'appropriation d'informations confidentielles ne présume pas un préjudice économique. On fera le point avec Joseph Vogel, avocat fondateur de Vogel et Vogel. Et enfin, pour terminer, on parlera d'artistes virtuels créés par intelligence artificielle. Qui détient vraiment les droits? On fera le point avec Merav Grieger, avocate associée chez Franklin. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. On ouvre ce Lex Inside avec un sujet d'actualité, la fiscalité écologique et plus particulièrement la fiscalité appliquée aux carburants, avec notamment la hausse des prix des carburants liés à la guerre au Proche-Orient. On va faire un point sur ces différents enjeux avec mon invité Mathieu Thorey, avocat fondateur d'Enerlex Avocat. Mathieu Thorey, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de rentrer dans le détail de la fiscalité sur les carburants, c'est bien de se poser sur les fondamentaux. Quelles sont les spécificités de la fiscalité écologique? Alors la première spécificité qui me vient à l'esprit, c'est une grande impopularité. C'est une fiscalité qui est marquée par une grande impopularité depuis de longues années. Si on revient quelques années en arrière, en 2018, si vous vous souvenez bien, c'est la hausse de la taxe sur les carburants qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Il y avait une hausse prévue de la taxe sur les carburants au 1er janvier 2019. Cette hausse devait intervenir déjà dans une période où le cours du baril de pétrole était à la hausse. Donc ça faisait une très grande hausse du prix du carburant qui était prévue, et on connaît tous la suite. L'appel de Jacqueline Moreau sur les réseaux sociaux qui a un succès incroyable. Les personnes débarquent sur les ronds-points, mettent des gilets jaunes, se rendent visibles. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement des Gilets jaunes s'est clôturé, on se souvient également, par l'intervention d'Emmanuel Macron à la fin de l'année 2018 pour éteindre l'incendie, qui dit « Je n'augmenterai plus la taxe sur les carburants jusqu'à nouvel ordre ». Et jusqu'à nouvel ordre, on est aujourd'hui en 2026, ça n'a toujours pas bougé. Donc pour moi, la première spécificité de cette partie de la fiscalité, c'est son impopularité. Elle est encore plus impopulaire que le reste de la fiscalité. La deuxième spécificité, elle est un peu moins politique et plus technique, si je puis dire, c'est-à-dire que la fiscalité énergétique, elle est constituée de ce qu'on appelle des impôts de quotité. Il y a deux grandes catégories d'impôts. Il y a les impôts de quotité et les impôts sur la valeur. C'est-à-dire que la plupart des impôts français, ils sont constitués, ils ont pour base imposable une valeur, un montant. Vous prenez la TVA, par exemple, la base imposable, la base taxable à la TVA, c'est le prix d'achat d'une marchandise. Vous prenez par exemple l'impôt sur les sociétés, la base imposable, c'est le montant de votre bénéfice. L'impôt sur le revenu, qu'on paie vous comme moi, la base imposable, c'est votre revenu. Là, on parle de fiscalité écologique et énergétique ce matin. La base imposable, c'est la quantité. D'accord. C'est le litre de carburant qui est taxé, quel que soit le prix de vente du litre de carburant. C'est une taxation qui est fixe. Donc, impôt de quotité versus impôt ad valorem. La troisième spécificité, elle est, on va dire, plus institutionnelle, c'est-à-dire que c'est une partie de la fiscalité qui a très longtemps été gérée par l'administration des douanes et non pas par l'administration fiscale. Cette spécificité, elle tend à diminuer puisqu'il y a eu un transfert de compétences, c'est-à-dire que l'administration des douanes a perdu progressivement ses compétences en matière de fiscalité écologique et énergétique. Il y a eu un grand... Pourquoi? Ça a été une logique, en fait, ça a été une proposition de la Cour des comptes de rationaliser un petit peu le guichet de recouvrement de l'impôt, c'est-à-dire de dire l'administration fiscale, elle est très compétente en France pour recouvrer l'impôt. Pourquoi est-ce qu'on a deux guichets? Un guichet pour la fiscalité énergétique et un guichet pour l'autre partie de la fiscalité, et ça a été une logique de rationalité. Maintenant, on est en 2026, l'administration des douanes a perdu toute compétence en matière de fiscalité énergétique, sauf
en matière de taxation des carburants, ce qui nous occupe là pendant quelques minutes, même si, a priori, il y a un transfert de compétences qui est prévu. Ça veut dire qu'à terme, l'administration des douanes ne resterait plus compétente que pour recouvrer la taxe sur les carburants, et l'administration de référence, ce serait l'administration fiscale. Voilà pour 3 spécificités. Il y en aurait d'autres, hein, mais voilà, il y a plein d'autres spécificités à la matière. Alors, on va revenir sur la fiscalité des carburants. On parle beaucoup du levier de la taxe, justement, et des tarifs de la taxe pour faire baisser le prix, vu que le cours du baril du pétrole augmente. Concrètement, pouvez-vous nous rappeler les tarifs applicables aux carburants? Oui. Alors, on est actuellement en pleine crise du Moyen-Orient, hein, vous l'avez rappelé. Donc, en gros, on va dire que le prix de vente du carburant, c'est 2 euros. D'ailleurs, ça a été bloqué par Total Energy à 2 euros pour le gazole et 2,09 euros pour l'essence, ou plutôt l'inverse. Donc, sur ces 2 euros, vous avez d'abord la TVA qui s'applique au taux classique de 20%. Donc, sur les 2 euros, vous avez 40 centimes d'euros de TVA. Ensuite, vous avez donc... Alors, elle a changé beaucoup de nom, cette taxe. Elle s'appelait avant la TIPP. Ensuite, on l'a appelée la TICPE. Maintenant, il y a l'accise sur les énergies. L'accise sur les énergies, elle est perçue donc au taux de, je vais arrondir, 60 centimes d'euros par litre de carburant et environ par litre de gazole, et environ 70 à 75 centimes d'euros par litre d'essence. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement sur 2 euros, un peu plus d'1 euro qui est constitué de taxes. Et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, cette partie de la fiscalité, elle obéit, elle est à rebours de tout un tas d'adages qu'on a l'habitude de dire en matière de fiscalité classique. Vous me parliez, c'était votre première question, des spécificités de la fiscalité sur les carburants. Ben, il y en a une autre spécificité, c'est-à-dire qu'on dit habituellement qu'un bon impôt, c'est un impôt qui a une base taxable large et un taux faible. Je peux parler de la TVA. Hein. La TVA, ça a une base taxable extrêmement large. On paie tous la TVA plusieurs fois par jour, même sans s'en rendre compte. Hein. On va acheter sa baguette de pain, on paie de la TVA. On paie sa note de restaurant, on paie de la TVA. Donc, une base taxable très large pour la TVA et un taux, alors après, tout est discutable, mais relativement réduit. Par exemple, pour les produits de première nécessité, c'est 5,5%. Et là, sur la fiscalité des carburants? C'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez 2 produits qui sont taxés. Le gazole, l'essence, donc une base taxable extrêmement étroite. Si on élargit à toute la fiscalité énergétique, vous avez l'électricité qui est également taxée, le gaz, un petit peu le charbon en France, même si on en consomme de moins en moins. Donc, une base taxable extrêmement étroite, par contre, des tarifs extrêmement élevés. Plus de la moitié du prix de vente du carburant est constitué de taxes. Donc voilà, c'est une fiscalité qui intervient vraiment à rebours de beaucoup d'adages. Il y a également un adage, c'est même pas un adage, c'est le bon sens. Un bon impôt, c'est un impôt qui rapporte de l'argent. Logiquement, un bon impôt écologique, c'est un impôt qui ne rapporte pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, le gouvernement parle de taxe carbone. Il dit « je veux réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Je fais une taxe carbone ». Si la taxe carbone fonctionne, les émissions de CO2 dans l'atmosphère se réduisent. Dans le meilleur des mondes, admettons que la taxe carbone, elle fonctionne à plein, il n'y a plus de CO2 de rejeté dans l'atmosphère. Donc, il n'y a plus de base taxable. Et donc, une fiscalité écologique qui fonctionne, c'est une fiscalité qui ne rapporte pas ou qui rapporte peu aux caisses de l'État. Alors, quid de la fiscalité sur les carburants? Elle ne fonctionne pas. C'est la 4e recette fiscale de l'État, la taxe sur les carburants. La première recette, c'est la TVA. La 2e recette fiscale de l'État, c'est l'impôt sur le revenu, je crois. Et la 3e, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc vous avez ce podium fiscal, et juste derrière ce podium fiscal, la taxe sur les carburants, qui rapporte, alors selon les chiffres, entre 30 et 40 milliards d'euros par an aux caisses de l'État. Alors l'État en reverse une partie à ses collectivités, mais si un impôt écologique, c'est un impôt qui rapporte peu, la taxe sur les carburants, ce n'est pas un impôt écologique. Ça veut dire qu'il faut l'abandonner? C'est pas possible. On le voit bien. Là, actuellement, il y a des débats. Beaucoup de partis politiques pressent le gouvernement de baisser la taxe sur les carburants, de 15 centimes d'euros, par exemple. Mais si on baisse de 15 centimes d'euros la taxe sur les carburants, ça coûte 1 milliard d'euros par mois à l'État. Et le gouverneur de la Banque de France, qui a été interrogé sur ce sujet par un autre média, il a répondu à la question. Il a dit, mais la question ne se pose pas. Les caisses sont vides. Donc non, il ne faut pas l'abandonner. Ce n'est pas possible.
On va conclure là-dessus. Merci Mathieu Torret. Je rappelle que vous êtes associé fondateur d'Enerlex. Merci pour l'invitation, Arnaud. Tout de suite, on change de sujet. On va parler concurrence déloyale. On poursuit en matière de concurrence déloyale. On va s'intéresser à l'appropriation d'informations confidentielles d'un concurrent qui ne présume pas un préjudice économique selon la Cour de cassation dans un arrêt du 7 janvier dernier. Et pour nous éclairer sur cet arrêt, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Vogel, avocat fondateur du cabinet Vogel et Vogel. Joseph Vogel, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de s'attarder sur les conséquences de l'arrêt du 7 janvier dernier, qui dit que l'appropriation d'informations confidentielles ne présume pas un préjudice économique, un mot sur le contexte. Quels sont les faits de l'arrêt ? Alors, les faits de l'arrêt sont classiques en matière de concurrence déloyale. On a un salarié, un ancien salarié d'une société qui passe chez un concurrent. À cette occasion, il emmène des informations confidentielles, des fichiers, et il y a un procès qui s'ensuit. Naturellement, le concurrent n'est pas content parce qu'il a pu avoir la preuve que chez son concurrent, il y avait des informations confidentielles qui avaient été emmenées par son ancien salarié. Il fait un procès en concurrence déloyale, et la Cour de cassation, à l'occasion de ces faits et du pourvoi qui est fait, à l'occasion de rappeler un certain nombre de principes en matière de concurrence déloyale qui sont importants et pas toujours connus. C'est le fait que s'il s'infère d'un acte de concurrence déloyale de façon irréfragable un principe de préjudice, fût-il simplement moral, si on veut obtenir plus que le préjudice moral forfaitaire, il faut prouver le préjudice économique. Et sinon, on n'a que le préjudice moral. Par ailleurs, elle rappelle également que la simple appropriation d'informations confidentielles suffit pour être un acte de concurrence déloyale, ce que beaucoup de gens ignorent parce qu'ils croient que quand ils embauchent un ancien salarié, suffit de vérifier qu'il n'y a pas de clause de non-concurrence, qu'il n'y aura pas de démarchage actif, massif de clientèle. Non. Si ce salarié vient avec des fichiers de dizaines de clients ou de centaines de clients, le simple fait de les retrouver en informatique chez vous, c'est un acte de concurrence déloyale. D'accord. Concrètement, pour bien comprendre, comment on prouve un préjudice économique par l'appropriation d'informations confidentielles d'un concurrent ? Alors, c'est pas évident parce que l'appropriation, donc en soi, la détention déjà des informations, c'est un acte de concurrence déloyale puisque ça part d'un acte déloyal. Après, pour arriver à prouver un préjudice économique, ça implique nécessairement un certain usage. Parce que s'il n'y a aucun usage, c'est difficile de dire qu'on a subi un préjudice économique en plus. Il faut montrer que, par exemple, la victime va dire moi, j'ai manqué un appel d'offres parce que mon concurrent a obtenu une information confidentielle stratégique sur cet appel d'offres. D'accord. Et il l'a emporté. Mais après, il faudra montrer que la perte de chance, et il faudra la chiffrer. Donc le gain manqué de ce fait, et il va y avoir toute une discussion pour savoir est-ce que réellement vous auriez remporté cet appel d'offres? Est-ce que réellement il vous aurait rapporté de l'argent? Donc tout ça, ça va devoir être démontré. Ça veut dire qu'il faut démontrer le préjudice, c'est ça? Oui, si on veut invoquer un dommage lié à un préjudice financier économique, il faut le prouver. Autre élément important, c'est la distinction entre la détention et l'exploitation fautive. Oui. Quels sont les éléments qui permettent de distinguer une simple détention d'informations d'une véritable exploitation fautive? Alors, c'est la distinction entre la détention et l'usage. Donc, ça se prouvera souvent à la suite, dans les deux cas d'ailleurs, d'une procédure article 145, on fait une requête, on est autorisé à venir avec un commissaire de justice, soit on va constater simplement que dans l'entreprise concurrente, il y a 150 fichiers comportant 200 noms de clients à chaque fois qui ont été amenés par un salarié, ça c'est la détention.
c'est déjà un acte de concurrence déloyale, D'accord. contrairement à ce que beaucoup de cours d'appel considèrent, d'ailleurs, parce que souvent, la Cour de cassation casse des arrêts de cour d'appel qui disent « Ah oui, on a constaté la détention, mais ça n'a pas été utilisé, donc il n'y a pas de concurrence déloyale. » La Cour de D'accord. cassation dit « Si, la simple détention est déjà un acte de concurrence déloyale. » Et après, l'usage, il faut montrer que ces clients ont été contactés par mail. On va trouver des mails chez l'entreprise concurrente qui démarchent les clients qui sont sur les listes détenues par l'entreprise. D'accord. Autre élément important, le préjudice moral. Dans quel cas un préjudice moral peut-il être indemnisé sans preuve d'un impact financier? Alors, le préjudice moral, il est présumé de façon irréfragable. Là, la Cour de cassation elle sait que le préjudice lié à un acte de concurrence déloyale, il est très difficile à prouver. Donc, elle a institué cette présomption de préjudice, fût-il simplement moral, pour aider les victimes à avoir À au être moins indemnisées. un minimum. D'accord. Après, même, donc, si je veux prouver un préjudice économique, là, il faut que j'apporte des preuves complémentaires. Et même sur le préjudice moral, si je ne veux pas me contenter d'une indemnisation symbolique, 10 000, 20 000, 30 000 euros, il faut que j'arrive à montrer que mon image de marque a été ternie. Il faut que j'arrive à montrer par des sondages qu'avant, on avait une bonne opinion de moi, et suite à ces actes de concurrence déloyale, dénigrement ou autre, mon image a été ternie. Là, il faut D'accord. que je montre des sondages, ou bien il faut que je montre que la personne qui a commis l'acte de concurrence déloyale, mon ancien salarié, j'avais une confiance absolue en elle, et que donc mon préjudice moral est plus important que symbolique. C'est pas évident à démontrer tout Ah ça. non, c'est pas évident. Donc il faut que j'arrive à montrer que c'était une personne clé, un homme de confiance, par des mails notamment, et que ma confiance a été trahie. De la même manière, comment on démontre le détournement de clientèle? Ah, alors ça, c'est jamais facile parce que, certes, je vais arriver à montrer que les fichiers ont été emmenés par mon salarié. On les a retrouvés dans l'entreprise concurrente. Mais après, il faut que j'arrive à montrer aussi que c'est grâce à ces fichiers que mon concurrent a contacté mes clients et que certains de mes clients l'ont suivi. Et donc, vous voyez, Ça fait beaucoup de choses à ça montrer, et voilà, à démontrer. c'est le travail de l'avocat de rassembler toutes ces preuves. Autre élément pour éviter ce type de situation, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour prévenir ce type de préjudice? Alors, il faut déjà être prudent sur le plan informatique. Il ne faut pas donner accès à tout le monde aux informations confidentielles. Il faut certains fichiers, il faut des codes pour y accéder. Lorsqu'on a des soupçons sur une personne qui, par exemple, est en préavis, il faut faire des alertes. Est-ce qu'elle est en train de copier des tonnes et des tonnes de fichiers? Le directeur informatique doit faire une certaine surveillance et détecter des actes anormaux. Cette personne, elle a fait 15 000 photocopies. C'est un peu étrange en 3 jours. Oui, il doit y avoir des indices qui Voilà. permettent de remonter jusque... Alors, on peut également bétonner les contrats et mettre des clauses disant le salarié s'engage en cas de départ de l'entreprise à ne pas emmener d'informations confidentielles, à ne pas utiliser dans un futur emploi d'informations confidentielles. Il y a la clause de non-concurrence, mais elle est très coûteuse parce qu'il faut une indemnité pour qu'elle soit valable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a à faire attention à couper les accès informatiques lors du départ du salarié, attention aux accès au cloud, etc. Donc il y a tout un ensemble de précautions qui peuvent être prises. Donc à la fois des éléments techniques et juridiques. Et pour finir, qu'est-ce qui va faire qu'on va aller au contentieux? Alors, ça dépend de ce que veut le client. D'abord, il faut expliquer au client qu'on n'est pas aux États-Unis, qu'on ne va pas gagner des millions d'euros, sauf cas exceptionnel, avec une action en concurrence déloyale. Il faut lui dire, on va gagner sur le préjudice moral, on aura une indemnité minimale, qu'on peut essayer d'étendre si on a des éléments pour montrer que le préjudice moral est élevé. Sur le préjudice économique, il faut qu'on le prouve. Il faut qu'on prouve donc à la fois la faute, le préjudice et le lien de causalité. Si on arrive à le prouver, on pourra vous obtenir des dommages et intérêts. Avant ça, il faut qu'on ait les preuves de tout ça. Donc, il faut sans doute qu'on fasse des requêtes non contradictoires 145 pour envoyer un commissaire de justice avec des informaticiens pour avoir toutes les preuves. Il faut dire au client, ça peut durer longtemps parce qu'il y a des recours. Et tant que les recours ne sont pas terminés, on n'a pas d'accès aux preuves. Et il faut lui dire, écoutez, voilà la vérité de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Maintenant, très souvent, les clients vous disent, maître, je veux quand même faire l'action à titre préventif, parce que je veux que ça s'arrête. Et donc, pour
faire en sorte que la concurrence déloyale s'arrête, souvent il est nécessaire de faire l'action. On va conclure là-dessus. Merci Joseph Vogel. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Vogel et Vogel. Merci Arnaud. Tout de suite, on enchaîne. On va parler intelligence artificielle. Artiste virtuel créé par une intelligence artificielle qui détient les droits. On en parle tout de suite avec mon invité, Merav Grieger, associé chez Franklin. Merav, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, comment définir un artiste virtuel créé par l'intelligence artificielle ? Alors, on l'appelle artiste, mais ce n'est pas un humain, c'est une création. Et comme c'est une création, c'est potentiellement, s'il répond à certains critères qui sont bien définis par la loi, une œuvre. Un artiste virtuel est finalement une œuvre. Alors c'est quoi les critères pour que ce soit une œuvre ? Pour que ça puisse être éligible à ce fameux titre d'œuvre de l'esprit, il faut que ce soit original, qu'on puisse traduire l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou des auteurs. Et donc, il faut être en mesure de justifier d'un apport créatif. Alors, on voit que l'apport créatif est important. Et dans l'IA, justement, comment on va distinguer ce qui est de la part humaine de la part de l'intelligence artificielle ? Alors, autant dire que c'est une usine à gaz, que c'est particulièrement complexe. C'est beaucoup plus sophistiqué que dans la vie, on va dire, réelle. Et c'est là tout l'enjeu. Même la réglementation peine à définir si le résultat généré par une IA est éligible aux droits d'auteur et peut être qualifié d'œuvre de l'esprit. Tout va être dans l'apport, l'élément probatoire, l'apport de cette preuve qui peut être faite notamment par les prompts. Donc l'IA qui va donc générer un artiste virtuel qui potentiellement peut caractériser une œuvre de l'esprit, c'est le Frankenstein que l'on produit, qui peut être très beau et qui peut être très belle et savoir chanter et peut-être même danser. Eh bien, il va falloir être en mesure que dans les prompts, les requêtes qui vont permettre la génération de ce résultat, il y a un effort intellectuel, que l'on n'instruit pas la machine pour réaliser elle-même avec juste des indications particulièrement vagues, peu originales. Donc, là, c'est la partie justification de l'apport créatif qui est particulièrement importante. Donc, bien conserver et documenter tous ces efforts intellectuels qui ne vont donc pas répondre à une logique, qui ne vont pas être générés automatiquement et uniquement de manière autonome par la machine, avec simplement des petites indications génériques. Là, on ne serait pas dans la qualification d'une œuvre de l'esprit, alors que si on a un prompt bien sophistiqué, et peut-être pas sophistiqué, ça peut être même en des mots assez simples, mais quelque part innovants, qui sortent de l'air du temps. Ça veut dire qu'il faut bien guider l'intelligence artificielle avec des prompts précisément pour que ce soit vraiment une œuvre de l'esprit. Oui, le monde de l'intelligence artificielle dans l'art appartient à ceux qui savent raconter des histoires. Dans les prompts, on doit être en mesure de raconter une histoire originale qui va générer un résultat grâce à cette machine, c'est une certitude. Alors, si on a plusieurs personnes qui font ces prompts, est-ce qu'on peut avoir une œuvre collective, par exemple ? Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on est dans une œuvre collective ou collaborative même, parce qu'effectivement, il va y avoir un millefeuille de contributeurs et la question va être, est-ce qu'on est en mesure d'identifier, de rendre autonome chacun des apports créatifs. Alors, si ce sont des contributions autonomes, on va être dans une œuvre collective. Si c'est collaborative, et si c'est fondu, ce sera une œuvre collective. Mais bien évidemment, et puis mon petit lapsus le révèle, même dans une œuvre collaborative ab initio, c'est-à-dire dès le départ, qui a été voulue comme telle, en définitive, on ne saura pas très bien définir qui a dit quoi, qui a instruit quoi, qui a défini quoi, et on peut, en phase finale, se retrouver dans une œuvre collective au service d'une personne morale. Donc on voit que cette question n'est pas simple. Est-ce que, quand il y a beaucoup d'intelligence artificielle,
Quid de la protection? Il faut vraiment avoir quelque chose qui est guidé avec beaucoup de prompts, comme vous l'avez signalé, pour avoir une protection. C'est vraiment ça la clé? Oui, c'est-à-dire que dès le départ, on doit conserver ces prompts, conserver, les documenter et s'assurer qu'on y apporte du développement, de quelque chose de différent, pas quelque chose qui existe. Donc c'est la question de l'antériorité. Il ne faut pas qu'il y ait une œuvre qui préexiste et qui soit la même. Et c'est particulièrement difficile parce que la machine en question, l'intelligence artificielle, on n'est jamais à l'abri, même avec des prompts sophistiqués, innovants, qui sortent des idées actuelles et qui vont créer un nouveau trend, de nouvelles tendances, qu'en définitive, le résultat soit parfaitement identique ou similaire à des résultats qui préexistaient ou à des œuvres qui préexistaient. Donc la machine, parfois, même avec des prompts très sophistiqués, très développés, peut arriver à un résultat très simple qui existait auparavant. Donc c'est là où les créatifs, notamment dans les grandes maisons de luxe qui recourent à ce type d'outils innovants, doivent injecter de l'humain jusqu'au bout. En amont, pour s'assurer que l'on apporte une contribution révélant un effort intellectuel nouveau, qui n'est pas antérieur, et ensuite que le résultat, de manière objective et non pas subjective, c'est-à-dire que ce n'était pas volontaire, mais qu'en définitive, in fine, on se retrouve avec une œuvre qui est similaire à une œuvre préexistante sans avoir voulu. On va s'intéresser à la réglementation. Est-ce que le règlement sur l'IA aborde cette question et impose des obligations par rapport à l'utilisation de ces outils? Alors sur cette question, il botte en touche, très clairement. Il botte en touche, mais je trouve que c'est non pas un aveu de faiblesse, mais de raison, puisqu'il appartiendra au juge, au cas par cas, de définir si on est dans un prompt qui va qualifier un effort créatif, nouveau, original, qui mérite d'être éligible à ces fameux droits d'auteur et bénéficier de la qualification d'œuvre de l'esprit. Donc oui, il appartiendra au juge, c'est pourquoi la réglementation botte en touche sur ce point. Alors, et d'autres obligations qui sont particulièrement intéressantes au titre de la transparence. L'obligation de transparence a un double niveau. L'obligation de dire, quand on recourt à ces artifices, à cette virtualité, un marquage, une honnêteté. Dans les deepfakes, on a cette obligation d'indiquer qu'on recourt à l'IA. C'est comme dans les publicités précédemment, on indiquait avec retouche. Désormais, c'est avec IA. Il faut le mentionner. Et une autre obligation de transparence qui est encore plus importante, précieuse, c'est sur la façon dont on alimente la machine, puisque l'IA en elle-même peut avoir été entraînée avec des éléments qui sont protégés au titre de la propriété intellectuelle. Et donc, vous faites confiance quand vous promptez, quand vous recourez à ces outils, à la machine qui peut-être a elle-même été nourrie, élevée avec des éléments de contrefaçon, et vous devenez vous-même auteur de contrefaçon. Donc, il faut être particulièrement attentif à comment ces outils ont été non pas seulement mis au monde, créés, mais comment ils sont nourris préalablement au quotidien. Et cette obligation de transparence est censée lever le voile sur la façon dont ces machines sont nourries. Or, on nous impose simplement un résumé sur les éléments qui alimentent la machine. Et ça, c'est pas suffisant pour atteindre un véritable niveau de transparence et limiter les risques de contrefaçon par ailleurs. On va conclure là-dessus et puis on va attendre des jurisprudences qui vont peut-être éclairer justement cette question. Absolument. Merci Meerav Grieger. Je rappelle que vous êtes associée chez Franklin. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.